Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI Slate TTSO qui analyse chaque semaine la politique américaine. Je suis Laurence Nardon et cette semaine, New Deal s'applique une fois encore à interviewer l'auteur d'un livre récent sur les États-Unis. J'ai dit l'auteur, mais je devrais dire l'autrice, car j'ai l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Christine Ockrent pour parler de son dernier ouvrage, Le Trump de A à Z. Bonjour Christine. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je ne sais pas si on doit encore vous présenter parce que vous avez connu une notoriété extraordinaire en France et plus loin encore dans le monde depuis l'époque où vous présentiez le 20h de France 2. À l'époque, on vous appelait la Reine Christine. Mais je crois qu'il faut dire que les auditeurs aujourd'hui vous connaissent surtout pour cette émission qui est sans doute la meilleure émission de géopolitique du PAF à l'heure actuelle. Je parlais d'affaires... Si vous le dites, je ne vais pas dire l'inverse. Je parlais de Affaires étrangères sur France Culture, une émission qu'on peut écouter tous les samedis matins de 11 à 12 ou en podcast évidemment. Et où vous êtes souvent invité. Et je vous en remercie. Mais d'ailleurs, justement, est-ce que vous vivez votre meilleure vie avec cette émission ? La radio a cette souplesse, et le podcast, d'être baladeuse. C'est-à-dire que, en particulier, cette émission, maintenant, je peux la faire tout en continuant à bouger. Et je crois qu'il est important, dans nos métiers, de ne pas rester trop parisien. Et la radio a cette souplesse qu'évidemment la télévision n'a pas. Et donc, non seulement ça vous permet de voyager, mais ça vous permet aussi d'écrire des livres. Vous en avez écrit beaucoup, j'ai regardé la liste, sur les questions internationales, évidemment, sur les grands de ce monde. Vous en avez écrit déjà plusieurs sur les États-Unis, un sur Hillary Clinton, si je ne m'abuse, un autre sur Bush et Kerry. La campagne électorale et un autre sur la campagne du premier mandat Trump. 2016. Trump, Hillary Clinton. Et je me souviens très bien que mes copains de CBS, puisque j'ai eu la chance en fait de commencer dans ce métier à 60 Minutes, à CBS News, et je me souviens très très bien qu'en 2014, au moment des primaires républicaines, ils me disaient, oui, il faut qu'on organise des débats pour délimiter les candidats. Alors on invite Trump, enfin personne n'y croit, Trump, mais il fait de l'audience, il va faire le show. Et évidemment, contre tout pronostic, déjà il emporte la nomination, comme on dit en franglais, républicaine à ce moment-là, et contre beaucoup d'experts. Je ne prétends pas être experte, néanmoins je me suis plantée comme 98% des gens, en pensant que Hillary allait gagner. Et ça, c'était donc en 2015. Et bon, on a vu Trump 1, on voit Trump 2, qui est encore une autre échelle, si j'ose dire, dans la surprise. Mais d'ailleurs, rétrospectivement, mais c'est un petit peu le sujet de votre livre sur le langage et sur la communication de Trump, le Trump de A à Z, le livre dont on va parler dans cette émission, on peut quand même se demander rétrospectivement si, alors c'est un petit peu une uchronie, mais si ces médias, ces fameux médias n'avaient pas donné autant d'écho à Trump au tout début de sa campagne en 2014, 15, 16, comme vous le disiez, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Oui, mais Trump serait quand même entré par une autre porte. Il aurait descendu un autre escalier, vous vous souvenez, dans la Trump Tower. C'est un homme qui, depuis sa prime jeunesse et sur les conseils de l'avocat de son père, qui était aussi, ce qui n'est pas neutre, l'avocat de la mafia, c'est un homme qui a toujours éprouvé le besoin d'être à la une, d'être au centre, d'être le showrunner. Oui, il y a un narcissisme très frappant. Un narcissisme... par moments totalement infantile, et que l'âge, évidemment, accentue. Alors, donc votre livre, Le Trump de A à Z, il est sorti quand ? Fin octobre. Donc nous allons en parler, mais j'aurais d'abord une question préalable sur votre rapport aux États-Unis. Vous avez dit que vous avez commencé votre carrière à CBS, c'est donc un pays que vous connaissez très bien, vous avez voyagé, vous avez des amis là-bas, je suppose. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe et est-ce que vous l'aviez vu venir ? Donc pas en 2016, on vient d'en parler, mais depuis. C'est plus du tout le pays que j'ai connu, que j'ai un peu connu. J'ai un peu été dans cette Amérique du milieu que l'on a découverte en fait davantage grâce à J.D. Vance, son livre Hillbilly Elegy, dont j'ai fait la préface récemment parce que l'éditeur français a eu la bonne idée de le republier. Et cette Amérique du milieu, cette Amérique blanche, cette Amérique paumée de gens qui s'estiment et qui sont les victimes de la mondialisation, de la désindustrialisation, etc. Donc cette Amérique-là, je la connais un peu, mais ce que je crois on a tous sous-estimé, c'est en fait le génie très particulier de Donald Trump.
parce qu'il a compris ces gens-là, il a su exprimer une sorte d'empathie avec très peu de mots, et c'est pour ça que je me suis dit, il faut faire non pas une énième analyse sur Trump, le trumpisme, d'où ça vient, où ça va, etc. Parce qu'en fait, il n'a pas de stratégie, mais il a un vocabulaire. Et il a une manière de communiquer qui est en train de bouleverser la communication politique. Avec 5 mots, des points d'exclamation, des majuscules, il s'exprime tout le temps. La communication est son oxygène, la télé, c'est sa deuxième langue. Il est sans arrêt sur les réseaux, il a son propre réseau, Truth Social. Évidemment, quand son ami Musk a racheté Twitter, on s'est dit, mais il est fou, Musk, de payer autant. Hein. On voit l'usage qu'il en fait et le pouvoir des algorithmes qui, évidemment, amplifie encore tout cela. Et je suis convaincue, on commence à le voir déjà dans l'ébauche de campagne présidentielle en France, tout le monde parle le Trump. Tout le monde va s'exprimer et communiquer. Parce que c'est évidemment, quand le rythme de nos vies, le rythme de la communication politique s'accélère, ça va très vite, c'est très superficiel, ça a un impact majeur, ça en appelle à l'émotion, et en fait, c'est ce qui marche. Et c'est ce que vous étudiez dans le livre. Alors donc, c'est un abécédaire de A à Z. Il y a une 40aine d'entrées. Et donc, c'est ce que vous venez de dire. Vous avez cherché à analyser, à faire sens du langage même de Donald Trump, son langage et sa communication. Alors donc, dans le bouquin, vous reprenez et vous traduisez en français ces messages sur Truth Social. Il y en a des dizaines et des dizaines chaque jour. Ahurissant, hein. Ces discours et ces interviews, vous reprenez aussi les communiqués de presse de la Maison-Blanche, traduits et décortiqués. Et donc, oui, le livre nous laisse voir ce langage qui est complètement délirant. Et alors là, je reprends ce que vous venez de dire tout à l'heure. Est-ce qu'à votre avis, c'est juste le fruit de son délire ou est-ce qu'il y a une stratégie délibérée de la part de Trump dans l'emploi d'un tel langage? Enfin, est-ce que c'est lui qui parle comme ça parce qu'il ne peut pas faire autrement ou est-ce qu'il a pensé à un moment qu'employer ce type de langage si brutal et si simpliste était ce qu'il fallait faire? Il a vu que ça marchait. Il s'est fait élire 2 fois, c'est hallucinant. Il s'est fait élire une seconde fois malgré une avalanche de procès. On comprend que cet homme qui est une seconde fois président des États-Unis ne devrait pas y être à la Maison-Blanche. Et encore, je suis extrêmement pudique dans la manière de l'exprimer. On a vu à Davos, récemment, le même président des États-Unis continuer à dire qu'il a en fait gagné les élections de 2020. Et on s'aperçoit, et c'est ça qui est proprement effrayant, que toute l'équipe, le gouvernement de la première puissance du monde, l'équipe de la Maison-Blanche, ce sont tous des gens qui participent d'un mensonge fondateur, celui-là. Il a en fait gagné, le reste c'est de la triche. Donc pour répondre plus précisément à votre question, Trump n'est pas quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui sent. Et il a senti que ça marchait. Oui. Et donc, en fait, on voit tous ces gens s'installer dans cette espèce de bulle, une énorme bulle aux parois de plus en plus épaisses, de la vérité alternative. Vous vous souvenez, le premier mandat, sa porte-parole, qui n'était pas encore l'ineffable Caroline Leavitt qu'on voit à l'œuvre, là, avec surtout une sa croix. croix, oui. Bon. Et cette dame de l'époque, j'ai oublié son nom, qui disait... C'était Conley. Oui. Kellyanne Conley. Kellyanne Conley. Elle disait, ce sont vos faits, disait-elle à un journaliste, ce ne sont pas mes faits. Oui, et nous utilisons des faits alternatifs, c'était l'expression employée. Ce qui est très effrayant, surtout avec la puissance du numérique, c'est que ces gens sont ailleurs. Enfin, ils ne sont pas dans le même monde que nous. Le drame, c'est qu'ils nous maltraitent à tous égards, en fonction de cette vérité alternative, et qu'ils maltraitent d'abord, et surtout, leur propre pays, leur propre société. Et qu'il y a encore, même si les sondages ne sont pas favorables, en tout cas par rapport aux critères américains, même s'ils ne sont pas favorables au président des États-Unis, puisque, en fait, cette première année de mandat est très, très mal perçue par une majorité d'Américains, néanmoins, ils installent la mentalité, les réflexes cognitifs dans cette vérité alternative. Et on va le voir au moment des commémorations, j'essaie de ne pas parler franglais, du 250e anniversaire en juin. Je précise qu'en effet, le taux d'approbation de Trump aujourd'hui
février 2026 est autour de 39%, ce qui est pas bon du tout pour un président américain. Oui, ici, ça ferait rêver. Évidemment. Ça ferait rêver, mais pas là-bas. Il n'en reste pas moins que moi, je continue à me demander si tous ces gens autour de Trump qui acceptent de dire, donc c'est le test de loyauté numéro 1, qu'il a gagné les élections de 2020, qui sont dans cette bulle de faits alternatifs, je continue à me demander s'ils sont sincères, s'ils le pensent vraiment au fond d'eux-mêmes ou s'ils le disent simplement parce qu'ils ont compris que c'était ce qu'il fallait dire pour être dans le cercle de Trump. On ne sait pas ce qu'il faut souhaiter d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il vaut mieux penser qu'ils sont sincères? Là, on se dit, c'est quand même pas possible d'être sincère. Ou on se dit, c'est pire. Par calcul. C'est pire, ils veulent le pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et ce sont des gens, que ce soit J.D. Vance ou Rubio, on peut d'ailleurs imaginer qu'ils vont entrer dans une lutte, un duel féroce pour 2028. Pour la suite. Néanmoins, ce sont des gens qui sont intellectuellement vertébrés, qui ont fait des études. Ce qui n'est pas le cas du président des États-Unis, qui, sur ce plan-là, n'a jamais fait semblant. Il a quand même fait des études d'économie à Wharton, qui n'est pas une petite université. Mais enfin, il a toujours démontré le mépris pour toutes ces élites, qui d'ailleurs ne l'ont jamais reconnu comme l'un des leurs. Et je crois que ça fait aussi partie... Oui, d'ailleurs, l'une des raisons de son succès auprès de sa base, c'est cet anti-intellectualisme totalement revendiqué de sa part, et qui est quand même quelque chose de très important dans la culture américaine, le fait d'être anti-élite, c'est les cow-boys qui n'ont pas besoin des gens dans les bureaux et dans les universités. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France, et Trump a compris ça et le représente très fort. Et c'est ce que, dans ce livre, qui n'a pas été une partie de plaisir, parce que en plus, avec le décalage horaire, il fallait lire toutes ces inepties quand même à une heure avancée de la nuit. Je voudrais qu'on fasse un petit plongeon dans le livre. Donc, j'ai dit qu'il y avait 40 entrées pour cet abécédaire. Donc, fatalement, il y a plusieurs termes par lettre. Et je voudrais qu'on s'intéresse à la lettre G dans votre livre. Il y a 4 entrées. Gaza, golf, groceries, c'est-à-dire les épiceries. L'épicerie, le terme ancien. On va dire l'alimentation. Et le Groenland, donc les 4 G. Pourquoi ces 4 termes? Dites-nous un petit peu ce qui a guidé votre choix. Parce que, bien évidemment, sur ces 4 sujets très, très différents les uns des autres, on a vu s'exprimer en direct. C'est toujours très important, cette notion de direct, parce que Trump est un homme du direct. Donc, on l'a vu s'exprimer sur ces 4 sujets, soit à la télévision ou à la radio, parce qu'il n'arrête pas. Le bureau ovale, c'est quasiment un studio télé maintenant. Donc, sur Gaza, bien évidemment, tout au long des horreurs, les horreurs d'abord, évidemment, d'octobre, et ensuite les horreurs des représailles israéliennes, et jusqu'à ce très, très étrange Board of Peace qu'il a annoncé à Davos, on voit le promoteur immobilier. Et le promoteur immobilier qui dit, vous savez, et il le dit aussi à propos de l'Ukraine, ce qui est très important, et je m'y connais, je suis un promoteur immobilier, c'est le bord de mer. Rien ne vaut autant que le bord de mer. Et sur Gaza en particulier, on a vu à ce moment-là tout ce raisonnement, cette vidéo hallucinante dont il a reparlé encore une fois à Davos, de Gaza transformé en Riviera, avec lui en maillot de bain, avec Elon Musk et tout ça. Enfin, tout ça est extrêmement joyeux. Alors, évidemment, on sait aussi la relation étroite que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a toujours nouée avec Washington et avec la famille Trump en particulier, et en particulier avec le gendre. Mais c'est tout à fait sidérant de voir comment le président des États-Unis s'exprime au sujet de Gaza. Le Groenland, et encore une fois, c'était avant la dernière offensive, si j'ose dire. Donc, on voit toujours cette idée que promoteur immobilier... il faut agrandir le territoire. Il faut agrandir le territoire, et puis, il faut s'approprier. Il faut s'approprier parce que quand on est propriétaire, c'est pas pareil. On a une autre relation, là. Et il l'a redit. Il l'a redit encore au New York Times en janvier, il n'y a pas si longtemps, en disant, vous savez, c'est très très différent quand on est propriétaire. On a une autre relation. Alors, groceries, ça c'est très amusant parce que c'est un terme à l'ancienne. Nous disons assez rarement, tiens, je vais aller à l'épicerie. Et Donald Trump lui-même, on peut imaginer qu'il n'a plus été acheté des œufs en particulier. On se souvient que le prix des œufs était pour les Américains, et ça a provoqué d'ailleurs la défaite des démocrates, Joe Biden, de Kamala Harris lors des dernières élections. Le prix des œufs avait fortement augmenté. Donc, et Trump parle à l'ancienne. En fait, c'est un homme qui résonne à l'ancienne d'ailleurs.
toutes ces références à ces présidents dont il a mis le portrait dans son bureau, McKinley, etc. Oui. Donc c'est le 19e siècle, c'est Theodore Roosevelt, on prend, on accapare. L'impérialisme. Et les groceries, c'est vraiment un terme que sa mère probablement employait. Donc, alors il parle de ça, il triche avec les chiffres, hein, mais ça c'est Parce toujours... il prétend qu'il n'y a pas d'inflation Oui, dans le pays. et encore une fois, les chiffres qu'il a cités à Davos pour se féliciter lui-même des résultats de l'économie américaine sont tous faux. C'est assez simple à vérifier. Il reste le golf, le jeu de golf. Et là, ça nous ramène au real estate, parce qu'en fait, il aime bien développer des projets immobiliers. Il y a toujours un golf dedans. Il est propriétaire de plusieurs golfs. On se souvient d'ailleurs que c'est sur l'un de ces golfs en Écosse que la présidente de la Commission européenne est allée signer un accord sur les droits de douane. Mais oui, Donald Trump a la passion du golf, qui est d'ailleurs aux États-Unis un sport beaucoup plus populaire que chez nous. Et alors, il y a des petits malins qui ont établi un golf tracker pour calculer le temps que Donald Trump passe à jouer au golf depuis qu'il est à nouveau président des États-Unis. Et le chiffre, c'est à peu près 33% de son temps. Et donc, ce qui est rigolo dans le cas de Trump, c'est qu'il triche. Il triche. C'est ce que raconte en particulier l'un de ses anciens entraîneurs. Et il y a une scène qui est typique de Trump, où sur l'un de ses golfs, il est là, il est entouré évidemment d'agents des services pour le protéger et de 2 ou 3 de ses collaborateurs. Il place la balle sur le tee. Oui. Il prépare son swing. Il rate la balle. Qu'est-ce qu'il fait, Donald Trump? Qu'est-ce qu'il fait? Il suit la balle des yeux. Il suit la balle des yeux. Les autres qui ont vu qu'il a raté, qu'est-ce qu'ils font? Ils applaudissent. Ils applaudissent. Et alors Trump, sans se démonter, il ramasse la balle qui restait à ses pieds sur le tee. Il la met dans sa poche et il va au trou d'après. Ça résume le personnage. C'est totalement infantile. Je précise pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre que le chapitre sur le golf montre à quel point il est dans un exercice d'autosatisfaction sur son handicap. Il dit qu'il est le meilleur joueur de golf de tous les temps. Enfin, c'est incroyable. Alors, il paraît qu'il est un très bon joueur. Mais dans l'exemple que vous nous avez donné. Non, et pas évidemment selon les proportions ou même les chiffres de handicap qu'il annonce. Et enfin, il dit, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut jouer au golf, etc. Alors, il y a aussi une entrée Truth Social dans le livre. Truth Social, donc on est à T, la lettre T. J'ai appris beaucoup de choses en lisant les pages dessus parce que c'est un réseau social qui n'existe que pour lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est un réseau social qui a été créé par la petite équipe quand il a été battu, enfin il faut quand même le répéter, hein, il a été battu en 2020 et qu'il a été exclu de Twitter. C'était avant qu'Elon Musk ne rachète Twitter. Et donc, ils se sont dit, et Trump en premier, il faut que je puisse continuer à m'exprimer et que je puisse continuer à m'adresser à ma base MAGA, parce qu'il est en campagne électorale permanente, Trump, permanente. Et c'est ainsi qu'ils ont donc créé un réseau avec cette appellation qui est assez ironique, Truth, la vérité, Social, bon, et qui continue de fonctionner. Quand Musk rachète Twitter, évidemment, il met Twitter à la disposition de son ami Donald. Et sur Twitter, vous avez autre chose qui est Real Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a sa propre adresse sur Twitter, Real Donald Trump. Et donc, il joue ainsi sur plusieurs réseaux à la fois, y compris le réseau officiel de la Maison-Blanche. Et c'est là où s'installe, encore une fois, cette énorme bulle de vérité alternative dans laquelle évolue le socle MAGA, qui, malgré l'affaire Epstein, reste quand même extrêmement coagulé, et en particulier par la religion, les religions, avec une iconographie sur ces réseaux qui est hallucinante, où vous voyez Trump auréolé, vous le voyez en prière, vous le voyez en pape aussi. On l'a vu en pape, alors ça a choqué quand même un tout petit peu. Vous le voyez avec sa conseillère spirituelle, qui est une dame extrêmement influente, Paula White, qui est une femme pasteur téléévangélique, qui est ouvrez les guillemets, sa conseillère spirituelle depuis longtemps d'ailleurs. Elle a un physique plutôt hollywoodien. Enfin, il y a une plastique de la femme trumpienne. Oui, ça c'est évident. Avec les cheveux, les robes de couleurs très vives, les épaules dégagées. Beaucoup sont passés, à mon avis, par le même chirurgien esthétique. Elles ont toutes la même tête, on a l'impression. Le même nez en particulier, mais bref. Et donc, cette dame a été envoyée, c'est
très intéressant dans les outils en fait, que déploie Donald Trump. Cette femme, pasteur télé-évangélique, sa conseillère spirituelle, il l'a envoyée en Afrique de l'Est à l'automne dernier, où les églises évangéliques sont très puissantes, pour faire aussi de la diplomatie. Et donc, de la même manière que son meilleur copain de golf, aussi promoteur immobilier, Steve Witkoff, dont le fils est associé au fils Trump dans toutes les histoires de crypto, parce que tout ça, c'est du business familial, etc. Et vous avez vu du capitalisme Witkoff, de connivence. Débarquer au Kremlin. Il a trouvé Poutine extrêmement sympathique. C'est lui qui continue à être le négociateur sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient, sur Gaza, et même à un moment donné sur l'Iran. Et donc, vous voyez cette autre conception des outils à utiliser, et il faut bien reconnaître, au désespoir évidemment du département d'État, où d'ailleurs une grande majorité de hauts fonctionnaires ont été limogés ou encouragés véritablement à prendre leur retraite, ils ont eu quand même, s'agissant d'Israël-Gaza, quelques résultats, même si, quand on voit le Board of Peace, le Conseil de la paix, vous savez que ce Conseil de la paix, qui a donc été annoncé à Davos, sur 18 des pays qui y siègent, qui ont accepté d'y aller pour l'instant, qui, pour être polis, sont des autocraties. On ne va pas dire des dictatures, c'est mal poli. Des autocraties assez riches, puisqu'il faut payer $1 milliard pour avoir un siège, si j'ai bien compris. Oui, avec un Donald Trump président à vie. Oui. Mais sur ces 18 pays, 11 de ces 18 pays, leurs ressortissants n'ont pas accès au territoire américain, ils ne peuvent pas avoir de visa. Oui, c'est assez ironique. Alors maintenant, ce langage que Trump met en place et dont on voit l'efficacité tous les jours, on peut se demander s'il n'est pas repris par ses adversaires. On a vu récemment Gavin Newsom, donc le gouverneur de Californie, qui a des prétentions tout à fait assumées pour la primaire démocrate en 2028, reprendre certains des codes de Trump dans sa communication sur ses propres réseaux. Je crois qu'il est aussi l'auteur d'un podcast maintenant, Gavin Newsom. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de sa part pour convaincre les électeurs américains, ou est-ce que c'est une très mauvaise chose? Les deux à la fois, d'une certaine manière. Donc, Newsom a compris l'efficacité de la langue Trump. Et donc, il fait pareil. Il fait pareil à la fois pour se moquer du Donald. Pour le troller, comme on dit, je crois. Pour le troller, mais aussi pour atteindre les électeurs. Et c'est là où on se rend compte, encore une fois, que Donald Trump bouleverse la communication politique. Et j'entendais, il n'y a pas si longtemps, que parmi les nombreux candidats à la présidence de la République chez nous, certains commencent à faire la même chose, c'est-à-dire des messages avec des majuscules, des points d'exclamation sur les réseaux. Qui jouent sur les émotions négatives des gens. Ou les émotions tout court. En tout cas, cette simplification extrême, c'est-à-dire qu'on commence à comprendre que les très longs discours, quelle que soit leur qualité, ça marche pas, ou ça ne marche plus, en tout cas vis-à-vis d'un électorat plus jeune. Et on va vers une telle accélération du rythme de nos vies, du rythme politique par voie de conséquence, du rythme des marchés boursiers, qui sont pour Donald Trump en particulier le seul indicateur qui compte, qu'en fait ce mode de communication, oui, on fait tous du Trump. On va tous faire du Trump, on va tous parler le Trump. Et effectivement, le gouverneur de Californie, qui était à Davos, où il a encouragé les Européens à se réveiller, on a envie de lui dire, bon, et le Parti démocrate pourrait peut-être se réveiller d'abord. Son discours était assez dur pour les Européens. Oui, alors justement... Il s'était critiqué pour ça. Il avait hélas pas tort, surtout. En tout cas, on voit aussi un Parti démocrate qui, malgré les tensions, et il faut bien dire les assassinats que l'on a vus à Minneapolis récemment, le climat aux États-Unis, qui est un pays que vous connaissez comme moi et que vous aimez comme moi, ça devient quand même extrêmement préoccupant. Alors j'aimerais bien qu'on ne termine pas sur cette note aussi pessimiste, même si c'est une note assez informée. Vous avez parlé d'écrire un 2e tome de ce Trump de A à Z. J'espère que vous aurez d'autres sujets plus positifs à traiter. Est-ce que vous avez un projet de livre là tout de suite? Oui, bien sûr. Vous voulez nous en dire plus? Non. Oh, zut. Et des projets de théâtre, vous en avez? Parce que je peux dire aux auditeurs que vous êtes devenue actrice de théâtre dans les années récentes. Vous avez joué dans la pièce de Wajdi Mouawad.
maire, c'était au Théâtre de la Colline. Je vous ai vu et je vous ai trouvé extraordinaire parce que c'était pas évident d'être aussi à l'aise sur scène. En plus, vous jouez votre propre rôle, je crois qu'il a... Oui, donc c'est pour ça. Mais mon rôle évoluait. Ah bah oui, absolument. Non, ça a été une merveilleuse expérience et Wajdi est un homme de très très grand talent. Oui, et puis à l'occasion de mon Trump de A à Z, j'ai pu au théâtre Montparnasse à Paris faire quelques conférences et en fait, on se rend compte que ce personnage central qui est tellement théâtral, qui est tellement, encore une fois, qui incarne tellement les mutations de la communication, en même temps que les mutations du rôle des États-Unis par rapport à nous autres en Europe, ce personnage fascine, ce personnage inquiète, ce personnage trouble énormément, et donc je crois que plus on tente d'expliquer le phénomène, plus ça peut être utile. Parce qu'il faut quand même toujours garder à l'esprit les faits. Et les faits, ce n'est pas le monde de Donald Trump. Je voudrais terminer avec cette citation de Marie Curie que j'adore et que j'aime bien placer le plus souvent possible. Dans la vie, il n'y a rien à craindre, il y a tout à comprendre. Et c'est ce que vous nous permettez de faire avec ce livre. Merci beaucoup, Christine Ockrent, d'être venue nous parler à New Deal. Et à très bientôt, j'espère. Merci, Laurence. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.